Cette nuit-là, à 2h47, l'alarme sonnait différemment des autres points en réanimation. Les alarmes ressemblent aux fausses notes d'un orchestre désaccordé, elles sont constantes, souvent identiques, et le cerveau humain finit par les reléguer en « bruit de fond ». Parce que si tu réagis à chaque alerte avec la même intensité, tu ne tiens pas jusqu'au matin. Mais parfois ce n'est pas la tonalité de l'alarme qui change. C'est l'écho qu'elle trouve en toi. Comme si ce n'était pas l'appareil mais les murs eux-mêmes qui criaient « Regarde ». Cette nuit-là, j'ai entendu cet écho. Je m'appelle Camille Durand. J'ai 28 ans. Je suis infirmière en réanimation à l'hôpital Saint-Martin, dans le 10 arrondissement de Paris, celui où le matin le brouillard vient frapper les vitres côté canal, et où la nuit les néons délavés te volent toutes couleurs. 3 ans dans la même unité. Être de garde, c'est parfois servir de pont entre la vie d'un patient et celle d'un autre. Et parfois, c'est être la première à sentir que quelque chose se décompose. Je vous pose une question. Avez-vous déjà vécu ce moment où vous sentiez que tout allait de travers, mais où personne ne vous prenait au sérieux? Ce moment où une voix intérieure criait « Stop !» pendant que tout le monde répétait « C'est le protocole », cette nuit-là, j'étais dans ce moment. Et je ne le savais pas encore, mais ce moment allait m'emmener dans le recoin le plus sombre de l'unité. Garde de nuit, jeudi 9 octobre 2025 à Paris, les nuits d'octobre épuisent. Dehors, la pluie. Dedans, l'antiseptique. Dans les couloirs, le grincement des roues métalliques. Le cliquetis des serrures automatiques. Notre unité, 4 étages, réanimation polyvalente, la liste, 14 patients. 3 infirmières. Un intensiviste de garde. Un interne, resté aux urgences, disponible sur appel seulement. Lors de la passation de service, l'infirmière expérimentée Nadine Lefort m'a briefé rapidement. Nadine a 47 ans, 20 ans dans cet hôpital. À ses côtés, on se sent stagiaire, mais aussi étrangement en sécurité. Camille, dit-elle en me tendant les dossiers, la nuit devrait être calme. Mais 2 chambres, attention. Lesquelles? Nadine désigna, chambre 412, Monsieur Bernard. 63 ans. Insuffisance cardiaque plus fibrillation auriculaire. Stable. Contrôle de la perfusion antiarythmique à 3 heures. Chambre 409, Madame Giroux. 56 ans. Pneumonie. Antibiotiques à 1 heure et 5 heures. Saturation fragile. Le rythme de Bernard a déraillé 2 fois dans la journée, dit Nadine. Le médecin a dit surveiller. Et aussi, un nouveau lot de médicaments est arrivé de la pharmacie. Les boîtes ont l'air différentes, mais c'est probablement un nouveau packaging. Les boîtes, dis-je. Nadine haussa les épaules. Je ne sais pas. La pharmacie a dit, tout est validé. Tu sais ce que ça veut dire? Oui, je savais, le mot « validé » signifie parfois « ne pose pas de questions ». Au moment de partir, Nadine s'arrêta une seconde. Comme si elle avait quelque chose à dire. Camille, fit-elle d'une voix plus basse, en ce moment, des choses étranges se passent. Je ne dis pas de tout fouiller, mais, garde les yeux ouverts. Quelle chose étrange? Nadine se mordit les lèvres. On en parlera plus tard. Bonne garde. Et elle sortit. Quelque chose en moi ne trouvait pas la paix. Que voulait-elle dire, exactement, quand je me retrouvais seule au poste, les lumières vertes des moniteurs m'éclairaient le visage. L'unité semblait respirer. Ventilateur, pompe, ligne d'oxygène. Tout faisait partie d'un ordre établi. Mais dans un ordre établi, une petite fissure peut se transformer en désastre. Chambre 412, Monsieur Bernard Alexandrave minuit 30, je fis ma première ronde. En ouvrant la porte de la chambre 412, Monsieur Bernard regardait le plafond, les yeux grands ouverts. La télévision était allumée, France 2, les informations de nuit. À l'écran, un reportage sur une grève. Mais le regard de Bernard n'était pas sur l'écran. Il regardait quelque chose en lui-même, quelque art au fond. Bonsoir, Monsieur Bernard, dis-je. Comment vous sentez-vous? Bonsoir, mademoiselle, fit-il d'une voix enrouée. Mon cœur, parfois, c'est bizarre. Je regardais le moniteur, rythme irrégulier mais sous contrôle à cet instant. Tension normale. Saturation correcte. Il s'est passé quelque chose aujourd'hui? Demandai-je. Bernard déglutit. Dans la journée, ils m'ont donné un médicament. Après,
j'ai eu des vertiges. Ma langue s'est engourdie. Engourdissement de la langue? Une petite alarme intérieure. Oui, c'était étrange. Puis ça a passé. Je consultai le dossier. Un bolus d'antiarythmique avait été administré dans la journée. Procédure normale. Protocole respecté. Mais sur le visage de Bernard, il y avait quelque chose, une expression qui disait « je n'invente pas ». « Vous allez bien maintenant » dis-je. « Pour l'instant, mais, vous, chuchota-t-il, vous êtes prudente ? » Moi ? Les yeux de Bernard se fixèrent sur moi. Parfois, à l'hôpital, des choses se cachent. À cet instant, j'aurais dû interpréter ces paroles comme de l'anxiété de patient. Mais en réanimation, l'anxiété du patient est parfois le signal le plus juste. Parce que lorsque les gens s'approchent de la mort, ils captent les petits détails. Bien sûr que je suis prudente, dis-je. Si quelque chose se passe, appuyez sur la sonnette. En refermant la porte, la petite voix en moi chuchota encore. Cet homme ressent quelque chose, 2H47, l'alarmé à 2h40, j'étais au poste à vérifier les fiches de médicaments. L'antibiotique de la chambre 409 était en préparation. J'allais contrôler la pompe à perfusion de la 412 à 3h00. C'est alors que, le moniteur de la chambre 412 vira au rouge. DIP, fréquence cardiaque, 74-49. Tension artérielle, 118 72e 80 45e. Rythme, se désorganise. Merde. Chuchotai-je, et je courus. Mon cœur battait à toute allure, mon souffle se coupait tandis que je m'élançais dans le couloir. J'ouvris la porte. M. Bernard s'était à demi redressé dans son lit. Une main sur la poitrine, l'autre dans le vide, comme s'il tentait d'attraper quelque chose. Son visage était d'une blancheur de craie. Ses lèvres tremblaient. Camille. Dit-il, à bout de souffle. Mon cœur, il s'arrête. Je vérifiai la voie veineuse. Pouls faible. Pupille normale mais panique dans les yeux. Il était parfaitement conscient de tout ce qui se passait. J. criait dans le couloir. Code bleu. Chambre 412. Une seconde plus tard, l'autre infirmière, Élodie, arriva en courant. L'intensiviste de garde, le docteur Marc Delon, débarqua. 38 ans, l'air calme, mais ses yeux balaient tout point. Que s'est-il passé? Bradycardie soudaine et hypotension, dis-je. Il était stable il y a une minute. Le docteur Delon examina rapidement. Atropine 0,5 mg 4. Maintenant. Je préparai. J'injectai par la voie veineuse. 30 secondes. 1 minute, la fréquence cardiaque remonta de 49 à 58, puis à 62. La tension passa de 80-45e à 95-55e. Le visage de Bernard reprit un peu de couleur, mais ses yeux étaient encore remplis d'une terreur sourde. Comme s'il n'avait pas seulement traversé une crise, mais frôlé quelque chose d'irréversible. Le docteur Delon consulta le dossier. Quels médicaments ont été administrés aujourd'hui? Il y a un bolus d'antiarythmique? Oui, dis-je. Donné dans la journée. Biologie? Il jeta un œil à l'écran. À l'écran, potassium, magnésium, fonction rénale, tout était, limite mais acceptable. Tableau classique de réanimation. Mais ce qui n'était pas classique, c'était la brutalité de l'effondrement. Le docteur Delon fronça les sourcils. Une chute aussi rapide, c'est anormal. Camille, montrez-moi la pompe. Je regardai la pompe à perfusion. La dose semblait correcte. Étiquetée. Code barre. Mais, l'impression de l'étiquette était légèrement délavée. J. me dirigeai vers le placard pour examiner la boîte. Le flacon d'antiarythmique destiné à la chambre 412 était là. La marque était familière, mais l'étiquette du fournisseur était différente. Sur la boîte, un petit autocollant. Fournisseur, Novamed Distribution, Novamed, un nom que je n'avais jamais entendu. J. tint la boîte sous la lumière. Les traits du code d'art présentaient un léger décalage. Le seau semblait intact, mais au bord du couvercle, on devinait comme une trace infime d'ouverture et de refermeture. Absurde, me dis-je. Je suis infirmière, pas détective. Mais la petite voix en moi ne se taisait plus. Cette trace n'est pas un hasard. Après la crise, l'équipe se dispersa. Le docteur Delon dit, surveillance rapprochée.
Les constantes de Bernard s'étaient stabilisées, mais je ne voulais pas le lâcher du regard. Je fis le tour toutes les 15 minutes. À chaque fois, mes yeux revenaient à la pompe. À chaque fois, je me disais, et si, point à 4h10, Bernard s'endormit. Je retournai au poste. Mais le sommeil n'était pas pour moi. J'ouvris l'ordinateur. Je filtrai les enregistrements de bradycardie soudaine des 2 dernières semaines. Parce que parfois, comprendre quelque chose hasta réaliser qu'on n'est pas seul. Et la liste s'afficha. 29 septembre, chambre 405, hypotension soudaine, cause indéterminée. 3 octobre, chambre 411, mauvaise réponse aux antibiotiques, sepsis progressif. 6 octobre, chambre 408, crise d'arythmie, récupération rapide. Pas les mêmes symptômes. Mais la même sensation des inattendus. Je regardais la liste des médicaments de chaque événement. Et quelque chose, un point commun. À chaque fois, l'un des médicaments du nouveau lot avait été utilisé. Fournisseur, Novamed Distribution. Est la première fois que j'avais vu ce nom sur la boîte de Bernard, il ne signifiait rien. Maintenant, en le voyant apparaître en série à l'écran, un froid se répandit en moi. Qui était Novamed? Depuis quand entrait-il dans cet hôpital? Et le plus effrayant, pourquoi ne m'en étais-je rendu compte que maintenant, à 5h30, la lumière du matin commença à filtrer dans le couloir. Paris se réveillait. Les métros se remplissaient, les boulangeries sortaient leurs croissants, les rues sentaient la pluie. Et moi, j'étais rivé à l'écran, fixant le nom d'un fournisseur. À la passation de service, Nadine arriva. Son visage était épuisé, mais surtout marqué d'une expression de « quelque chose va arriver ». Une voix en moi murmurait que quelque chose pouvait vraiment se passer. J'étais inquiète. Chambre 412, dis-je. Cette nuit, bradycardie soudaine. Stabilisée à l'atropine. Le visage de Nadine se vida un instant. Encore, dit-elle, sans y penser. Encore, je répétai. Nadine se reprit aussitôt. Enfin, je veux dire, bon rétablissement. Le médecin a dit quoi? Cause indéterminée, dis-je. Mais la boîte du médicament porte l'étiquette Novamed. Les lèvres de Nadine se pincèrent en une ligne fine. Elle détourna les yeux une seconde. Camille, dit-elle à voix basse, n'en fais pas trop. La direction est sensible en ce moment. Sensible? Un patient a failli mourir. La voix de Nadine trembla. Je te dis juste, sois prudente. C'est à ce moment-là que la voix en moi prit la parole pour la 3e fois, et je compris qu'elle ne se tairait plus. Elles savent. Et moi je ne savais pas encore, mais cette nuit, ce n'était pas seulement la crise d'un patient. C'était un commencement. On ne m'avait rien dit, et n'avait pas l'intention de le faire. Un simple « sois prudente » était tout ce que j'aurais. Avez-vous déjà eu peur, dans votre travail, d'être celle qui pose trop de questions? Mais en même temps, saviez-vous que si vous ne posiez pas les questions, quelqu'un d'autre en paierait le prix? Écrivez en commentaire, et vous vous seriez tu, ou vous auriez cherché? Le lendemain soir, quand je revins pour ma garde, le regard de Nadine avait changé. Parfois, quand les gens savent quelque chose, leurs yeux le trahissent autrement. Même dans le regard d'une infirmière qui a tout vu, la ligne du « secret » apparaît. Nadine ne me regardait pas directement. Elle regardait l'ordinateur. Elle regardait les dossiers. Mais à moi. Vendredi, 10 octobre. 22h30. Bonsoir, dis-je. Bonsoir, répondit-elle, rapidement. Chambre 412, ça va? Stable, dit-elle. Le docteur Delon a dit passager. Passager quoi? Nadine soupira. Camille, ce que tu as dit hier soir à propos de Novamed, oublie ça. Ce sont des affaires de direction. Des affaires de direction? Tout ce qui se passe en réanimation est une question de sécurité des patients. La main de Nadine s'arrêta sur le clavier. Elle me regarda. Pour la première fois depuis mon arrivée. Camille, dit-elle très lentement, tu es une bonne infirmière. Tu as de l'avenir. Tu peux faire une belle carrière ici. Mais certains sujets vont te brûler. Me brûler? Et les patients, ils ne brûlent pas? La voix de Nadine vacilla. Je te dis juste de faire attention. Dans son regard, il y avait de la peur. Une peur pure. Pas de la colère.
de la peur. Elle voulait clairement que je reste à l'écart. C'était visiblement une affaire de taille. Écoute, dit-elle, le mois dernier, une inspection est venue à la pharmacie. Discrète. Personne n'avait été prévenu. Ensuite, le rapport a disparu. Quel rapport? Les lèvres de Nadine tremblèrent. Il y avait une suspicion des irrégularités dans un lot de médicaments. Ensuite, quelqu'un a dit fausse alerte. Terminé. Qui a dit ça? Nadine ne répondit pas. Elle dit juste. Si tu poses des questions, ils te laisseront seul. Je m'arrêtai une seconde. Parce que cette phrase, je la connaissais aussi. La réanimation n'est pas seulement un lieu médical, c'est aussi un endroit où vivent les hiérarchies invisibles, les intérêts, les peurs. Mais même si j'avais peur de me retrouver seule, j'avais encore plus peur de voir quelqu'un mourir. Et la descente à la pharmacie vers 1h du matin, l'unité connut un moment de calme. Les patients semblaient stables, les moniteurs coulaient au vert. La petite voix en moi dit, maintenant, accéder à la pharmacie de nuit était interdit. Mais la réanimation disposait d'un petit stock satellite. La clé était normalement chez Nadine. Ce soir-là, la clé était posée sur le bureau. Je regardais. Nadine était dans l'autre chambre. Élodie était en ronde. J'y pris la clé. Écrire cela me serre encore le cœur, je n'aime pas enfreindre les règles. Parce que parfois les règles sauvent des vies. Mais parfois aussi, les règles servent à cacher des choses. J'ouvris le placard. Les nouveaux lots étaient sur une étagère à part. Étiquette blanche dessus. Novamed distribution livraison récente, une boîte d'antibiotiques. Un conditionnement d'ampoule antiarythmique. Un sédatif. Je les pris un par un dans les mains. Les impressions étaient différentes. Les cobards sur certaines boîtes présentaient un léger décalage. L'adhésif des étiquettes donnait l'impression d'avoir été appliqué à la hâte. Et le pire, certains coins de boîte étaient trop usés. Un produit nouvellement livré ne peut pas être aussi abîmé. Je sortis mon téléphone. Je pris des photos. Je scannai le code d'art. Le système dit « Produit reconnu ». Tout paraissait officiel. Mais qui décidait que l'aspect officiel garantissait l'authenticité? Au dos de la boîte, un numéro de lot. Je cherchais dans le système. À l'écran apparut le nom du récessionnaire. Pharmacien responsable, Monsieur Luc Garnier. Luc Garnier. Le pharmacien de l'hôpital. La cinquantaine. Discret. Son sourire même était protocolaire. Il disait toujours « protocole ». Et les dates de livraison, 27 septembre. 2 octobre. 6 octobre. La crise de Bernard, 9 octobre. Chronologie parfaite. Madame Giroux et l'antibiotiquait alors que l'alarme de la chambre 409 retentit. Je courus. Et la saturation de Madame Giroux était tombée à 90%. Sa fréquence respiratoire avait augmenté. Elle était en sueur. Ses lèvres commençaient à bleuir. Madame Giroux, vous m'entendez? Elle ouvrit les yeux à grand-peine. Camille, ça brûle, à l'intérieur. À cet instant, dans ma tête, 2 choses résonnaient simultanément, la crise clinique et Novamed. J'appelai le docteur Delon aussitôt. Il arriva, ausculta rapidement, le front barré d'un pli. Cette patiente ne s'améliore pas, dit-il. On va augmenter l'antibiotique. Docteur, dis-je, en contrôlant ma voix, la dose d'antibiotiques administrée vient du nouveau lot. Delon me regarda. Ce regard, pour la première fois, n'était pas défensif. Pour la première fois, je le vis réfléchir vraiment. Les nouveaux lots. Marmonna-t-il. Oui. Delon s'arrêta une seconde. Puis, d'une voix décidée, on passe à l'antibiotique de substitution. Sur l'ancien stock. Ancien stock. C'est-à-dire hors Novamed. On intuba Madame Giroux. On l'a mis sous ventilateur. Mais la question grandissait en moi, si le premier antibiotique était inefficace, ce délai allait-il lui coûter la vie, et n'y avait-il qu'elle? Première recherche sur Novamed dans le moment le plus silencieux de la garde, j'ouvris l'ordinateur. Je tapai sur Google, Novamed distribution France fournisseur hôpital. Les résultats s'affichèrent. J'entrai sur le site de l'entreprise. Une page sobre. Qualité. Rapidité. Confiance. Adresse, Seine-Saint-Denis, Pantin.
La société paraissait récente. Très récente. La rubrique « À propos » de grandes phrases, peu de détails. Fondée en 2021. Approvisionnement à prix compétitif pour les hôpitaux. Solutions pour la santé publique. Prix compétitif. Derrière chaque scandale, se cache le mot « prix compétitif », point et puis, en bas de page, un nom. Directrice financière, Claire Garnier-Garnier. Le même nom de famille que Luc Garnier. Quelque chose de glacé se répandit en moi. Une coïncidence ? À Paris, les noms se répètent, c'est vrai. Mais en réanimation, on n'aime pas le mot « coïncidence ». Parce qu'une coïncidence est parfois un rideau pour masquer une négligence. J'allais aussitôt sur LinkedIn. Je cherchais Luc Garnier. Sur son profil, Hôpital Saint-Martin, pharmacien responsable. Dans ses relations. Claire Garnier. Mention, épouse, le pharmacien Luc Garnier. Son épouse était directrice financière de Novamed. J. Fixé l'écran, la respiration coupée. C'était un conflit d'intérêts à nu. C'était trop évident pour se cacher derrière le mot « protocole ». Je fis une capture d'écran. Puis une deuxième. Comme pour me prémunir contre une éventuelle suppression. À cet instant, mon téléphone vibra. Numéro inconnu. Je ne décrochai pas. Il vibra encore. Je décrochai. Une voix de femme. As, rapide, apeurée. Camille Durand ? Oui, c'est moi. Qui êtes-vous ? Je ne peux pas dire. Mais, je vous en supplie, arrêtez de creuser autour de Novamed. Mon cœur s'arrêta une seconde. Qui êtes-vous ? dis-je. Comment connaissez-vous mon nom ? Mieux vaut que vous ne le sachiez. À écouter, vous êtes quelqu'un de bien. Mais être quelqu'un de bien, ça ne vous protège pas. Que voulez-vous dire par là ? La femme prit une inspiration, comme si elle oscillait entre les larmes et les mots. Cette affaire n'est pas qu'une question d'argent, dit-elle. C'est beaucoup plus grand. Et vous, vous êtes infirmière. Ils vous écraseront facilement. Des gens meurent, dis-je, la voix durcie. Madame Giroux se dégrade. Bernard a failli y rester. Je sais, dit-elle. C'est pour ça que j'appelle. Parce que, moi aussi je suis coupable. Quoi ? J'ai vu les documents, dit-elle. Mais, je ne peux pas parler. Si je parle, ils me détruiront. Qui vous détruira ? La voix de la femme trembla. Eux. C'est eux, qui sont-ils ? Silence. Puis une seule phrase. Camille, cette ville paraît grande, mais ses murs sont proches. S'il vous plaît, faites attention. La communication coupa. J'y restais là, téléphone en main. Sous les néons de la réanimation. Les moniteurs au vert. Mais tout en moi était rouge. Parce que maintenant je savais, je ne faisais plus que soupçonner. Quelqu'un savait que je soupçonnais. Et c'était la partie la plus dangereuse de toute l'affaire. Une grande peur et une grande tristesse m'envahirent. J'avais failli abandonner. Mais si eux voyaient les patients comme des investissements, moi je les voyais comme des êtres vivants. C'était toute la différence. Avez-vous jamais été averti parce que vous cherchiez la vérité ? Et cet avertissement, au lieu de vous arrêter, vous a-t-il poussé à accélérer ? Écrivez en commentaire. Tout le monde a peut-être vécu ce moment, mais vous, auriez-vous renoncé ? Quand la communication coupa, le bourdonnement des néons de la réanimation parut soudain plus fort que jamais. Parfois une menace n'arrive pas en criant. Elle chuchote. Et le chuchotement est plus effrayant que le CRI. Elle était 3h58. Dehors Paris était noir, dedans antiseptique. Moi, après ce coup de téléphone, je savais que je n'étais plus seule. Quelqu'un savait ce que j'étais en train de chercher. Comment l'avait-il appris ? Qui était-il ? C'était plus grand qu'une coïncidence. 4H dit, Madame Giroux à accent grave. Cet instant, l'alarme de la chambre 409 retentit à nouveau. Je courus. Et la saturation de Madame Giroux était tombée à 88%. Sa fréquence respiratoire avait grimpé. Elle était trempée de sueur. Ses lèvres bleuissaient. Madame Giroux, vous m'entendez ? Elle ouvrit les yeux à grand-peine. Camille, ça brûle, à l'intérieur. En moi 2 combats se livraient en même temps. Le premier, la crise clinique. Le second, Novamed. J'appelai le docteur Delon. Il arriva, fit un examen rapide.
Cette pneumonie est peut-être résistante, dit-il. Prépare l'intubation. Docteur, dis-je en contrôlant ma voix, la première dose d'antibiotiques venait du Lonovamed. Delon me regarda dans les yeux. Ce regard, pour la première fois, n'était pas défensif. Pour la première fois, je vis qu'il réfléchissait vraiment point. Les nouveaux lots. Marmonna-t-il. Oui. Delon s'arrêta une seconde. Puis, d'une voix décidée, on change d'antibiotique. On prend sur l'ancien stock. Ancien stock. Autrement dit, hors Novamed. On intuba Madame Giroux. On l'a mis sous ventilateur. Mais en moi grandissait la question, si le premier antibiotique était inefficace, ce délai allait-il lui coûter la vie? Et n'était-elle que la seule concernée, 6H00, la première fissure du matin quand la garde du matin arriva, mon visage était blême. Nadine me prit à part. Que s'est-il passé? Novamed, dis-je. L'épouse de Luc Garnier, Claire Garnier, est directrice financière de Novamed. Le visage de Nadine devint couleur de plâtre. Comment tu as découvert ça? LinkedIn. Supprime ça. Quoi? Les captures d'écran. Supprime-les. Non. Nadine me regarda droit dans les yeux. Camille, le mois dernier un auditeur interne est venu. Il a trouvé des anomalies dans les registres de livraison de la pharmacie. Il a rédigé un rapport. 2 jours plus tard, ce rapport avait disparu. L'auditeur a été détaché temporairement dans un autre hôpital. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'ici, certaines choses sont étouffées. Et nous allons nous taire? La voix de Nadine se brisa. J'ai 2 enfants. Cette phrase est la forme la plus pure d'un aveu. La peur. Mais moi, j'avais encore plus peur de voir mourir un patient que d'être seul. L'après-midi, la pharmacie ce jour-là j'étais en repos. Mais je ne rentrai pas chez moi. Je descendis à la pharmacie principale de l'hôpital. Sous prétexte d'une démarche officielle. Luc Garnier était assis dans son bureau vitré. Lunettes, blouse blanche, bureau bien rangé. J frappé à la porte. Entrez. Bonjour, monsieur Garnier. Bonjour, mademoiselle Durand. Réanimation? Oui. J'avais une petite question à propos des antiarythmiques du Lonovamed. Le visage de Garnier ne changea pas. Mais le mouvement de son stylo s'arrêta. Quelle question? Les impressions de certaines boîtes sont différentes. Et les réponses cliniques semblent inférieures aux attentes. Garnier s'adossa à sa chaise. Les produits sont conformes à l'ANSM, dit-il. Il n'y a aucun problème. Puis-je consulter les certificats d'analyse de l'eau? Un silence d'une seconde. C'est une procédure de pharmacie. Le personnel clinique n'y a pas accès. Une patiente a failli mourir cette nuit. Cela arrive en réanimation. Madame Giroux n'a pas répondu à l'antibiotique. Il peut y avoir une résistance. Chaque réponse était prête. Mais chaque réponse prête était un peu plus de suspicion. Et elle était parfaitement conscient de tout. Lui aussi l'était. Mais il était décidé à continuer ainsi. Il cherchait à tout dissimuler. La peur l'avait envahi. Avez-vous un lien de parenté avec Claire Garnier? Demandai-je soudain. Les lunettes de Garnier glissèrent sur l'arête de son nez. Pour la première fois, je vis une fissure sur son visage. Dans quel but posez-vous cette question? Dans un but d'information. C'est une question personnelle. La directrice financière de Novamed s'appelle Claire Garnier. Garnier se leva. Cette conversation prend fin ici. Il désigna la porte. En sortant, j'entendis derrière moi une seule phrase: les jeunes infirmières brûlent parfois leur carrière par curiosité inutile. Ce n'était pas une menace. Mais c'était plus explicite qu'une menace. On m'avait officiellement signifié que j'allais perdre mon poste. Eux considéraient les patients comme des investissements, moi je les voyais comme des êtres vivants. La vie se réduisait à sa pointe le même jour, 17h30 je rentrais chez moi. Mon petit appartement, avec sa fenêtre donnant sur le canal Saint-Martin, avait l'air normal. Mais plus rien n'était normal. J'ouvris l'ordinateur. Je creusai davantage sur Novamed. La société avait été fondée en 2021. Les marchés publics avaient commencé en 2023. En peu de temps,
elle s'était imposée comme fournisseur de 18 hôpitaux. Une croissance aussi rapide, c'est rare. J'y ai trouvé un article. Novamed fournit aux hôpitaux publics des médicaments 25% moins chers, 25%. Dans la santé, cet écart est considérable. Mais comment un médicament peut-il être aussi peu cher? Soit la qualité d'ess, soit le contenu. 21H12, le deuxième appel téléphone sonna. Le même numéro inconnu. Je décrochai. Et la voix de la femme tremblait à nouveau. Camille, vous êtes allée à la pharmacie aujourd'hui. Mon cœur s'accéléra. Oui. Luc ne vous a pas montré les certificats. Comment le savez-vous? Parce que, je suis à l'intérieur. À l'intérieur où? Chez Novamed. Silence. Votre nom? Je ne peux pas dire. Mais je peux vous montrer quelque chose. Quoi? Les vrais rapports d'analyse de l'eau. Je perdis le souffle. Ils ont été falsifiés? Oui, dit la femme. Les documents officiels ont été manipulés. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Dans certains lots, le taux de principe actif est inférieur de 30%. Mais dans les documents officiels, les chiffres sont normaux. Ma tête se mit à tourner. Vous avez des preuves? Oui. Mais ce n'est pas sûr. Où pouvons-nous nous retrouver? La femme marqua une pause. Gare de Lyon. Demain, 10 heures. Niveau supérieur. Devant la librairie. Venez seul. Je dois appeler la police? Non. Sa voix prit de la panique. Ils ont des contacts à l'intérieur de la police aussi. S'il vous plaît, venez seul. La communication coupa. J'y restais là, téléphone à la main. Quelqu'un m'aidait. Mais et si c'était un piège? Seul, je ne pourrais peut-être pas m'en sortir. Peut-être que si elle m'aidait vraiment, si elle pouvait réellement m'aider, on pourrait faire éclater la vérité ensemble. J'allais appeler la police, mais la police aussi avait ses hommes à eux, et s'ils l'apprenaient, ils débarqueraient aussitôt sur moi. Si ça arrivait, non seulement je perdais tout, mais en plus tout ce que les patients avaient subi pour leur profit resterait dans leur poche. 23H00, surveillance. J'y écartai le rideau. Dans la rue, une voiture noire était garée. Le moteur éteint. Mais quelqu'un à l'intérieur allumait une cigarette. Une coïncidence? Peut-être. Mais en réanimation, peut-être, est le mot le plus dangereux qui soit. Un message arriva sur mon téléphone. Numéro inconnu. La curiosité est dangereuse. Je fixai l'écran. C'était désormais un avertissement explicite. Le lendemain matin, gare de Lyon-Paris. Le matin était bondé. Annonce de train, bruit de valise, odeur de café. À 5 minutes de 10 heures, j'étais devant la librairie. Chaque visage était suspect. Puis une jeune femme s'approcha. 25 à 26 ans. Les yeux fatigués. Un dossier à la main. Camille, dit-elle. Oui. Je m'appelle Élise. Élise qui? Comptabilité, Novamed. Mon cœur s'emballa. Élise sortit de son sac une clé USB. Là-dedans, il y a les versions originales des analyses de l'eau. Pourquoi me les donnes-tu? Les yeux d'Élise s'emplirent de larmes. Le mois dernier, mon père a pris un antibiotique. Du même lot. Il a fait un sepsis. Il est mort. Le monde se tut une seconde. Ils savent, dit Élise. Mais le profit passe avant tout. Elle tendit la clé USB. Publie ça. Mais fais attention. Parce que Luc n'est qu'un pion. Qu'est-ce que ça veut dire? Élise chuchota. Le vrai propriétaire de Novamed, c'est quelqu'un d'autre. Qui? Élise se retourna, sans répondre. Son visage pâlit. Je regardais aussi. Un homme en manteau noir, à 20 mètres, nous observait avec son téléphone. Élise recula. Il n'y a plus de retour en arrière, dit-elle. À cet instant précis, mon téléphone sonna. À l'écran, une photo. Ma mère. Devant sa maison à Lyon. En dessous, un message. Les parents, c'est ce qu'on a de plus précieux. Je ne pouvais plus respirer. Élise chuchota. Tu vois? Ce n'est que des médicaments. L'homme commença à s'approcher. Et moi, à cet instant, je compris, ce n'était plus seulement une affaire de corruption hospitalière.
C'était un réseau organisé. Et moi, je marchais vers son centre. Peut-être que j'étais seule, peut-être qu'ils étaient bien plus puissants. Mais je devais me battre. C'était un crime trop grave pour l'ignorer. Avez-vous jamais marché vers un danger en sachant ce que vous risquiez? Et avez-vous continué quand même? Écrivez en commentaire. Dans la foule de la gare de Lyon, le temps suspendit son souffle une seconde. Les yeux d'Élise étaient rivés sur l'homme au manteau noir. Les miens, sur l'écran du téléphone, ma mère. Ma mère sortait du marché du matin. Filet de course à la main, un léger sourire sur le visage. À Lyon, en haut de la montée de la Croix-Rousse. À 460 km. Mais la menace, elle, n'avait pas de distance. En dessous, le message brillait encore. Les parents, c'est ce qu'on a de plus précieux. Mon cœur martelait ma poitrine de l'intérieur. Élise me saisit le bras. Il faut partir. La clé USB. Tu l'as. Et c'était vrai. Elle était dans ma main. Petite, noire. Sans poids apparent. Mais ce qu'elle portait pesait des tonnes. L'homme au manteau noir avançait vers nous, lentement mais résolument. Pas de panique. Pas de course. Ce calme signifiait qu'il n'était pas pressé. Et quelqu'un qui n'est pas pressé a confiance en lui. La fuite. Élise, dis-je, il faut qu'on parte ensemble. Non. Camille. Sa voix se durcit. Je vais de mon côté. Toi, prends le métro. Non, ensemble. Non, Camille. Elle était ferme. Moi, je suis au bout du bout. Toi, non. Un échange de regards d'une seconde. Dans ses yeux, de la peur. Mais surtout, de la détermination. Élise se fondit dans la foule. Je partis dans la direction opposée. Je marchais, parce que courir aurait signifié être coupable. En descendant vers le métro, je ne me retournai pas. Mais je sentais qu'on me suivait. Dans le wagon bondé du RER, je me retrouvais coincé entre des inconnus, debout, me tenant à la barre métallique froide. Les visages autour de moi étaient indifférents, fatigués, ordinaires. Personne ne savait ce que je portais dans ma poche. Personne ne savait que dans cette clé USB se trouvaient les preuves d'un système qui avait délibérément mis des patients en danger pour quelques points de marge bénéficiaire. Je regardais mes mains. Elles ne tremblaient plus. Quelque chose en moi s'était fixé, comme une boussole qui trouve enfin le nord. La clé USB était dans ma poche. Et il n'y avait plus de retour en arrière. Le retour à la maison. Quand je fermais la porte à clé, mes mains tremblaient à nouveau. Je tirais les rideaux. Je n'allumais pas les lumières. Mes genoux voulaient lâcher. Je vérifiais mon téléphone. Aucun nouveau message. J'appelais ma mère. Bonjour, ma chérie, dit-elle. Pourquoi tu appelles à cette heure? En entendant sa voix, ma gorge se noie. Maman, ferme la porte à clé. N'ouvre à personne que tu ne connais pas. Camille, qu'est-ce qu'il se passe? S'il te plaît. Ma mère garda le silence. Puis, d'une voix douce mais sérieuse, Camille. Est-ce que tu es en danger? Je voulais dire oui. Mais ce mot prononcé à ma mère, c'était la plonger dans la peur. Sois juste prudente. D'accord, dit-elle. Mais toi aussi, sois prudente. Quand je raccrochais, je réalisais à quel point la sérénité de sa voix m'avait protégée. Mais désormais, je l'avais mêlée à tout ça. Cette pensée me rongeait. Elle n'avait rien demandé. Elle vivait sa vie tranquille à Lyon, ses marchés du matin, ses voisins qu'elle connaissait depuis 20 ans. Et moi, par mon entêtement, non, par ma conscience, je l'avais transformée en cible potentielle. Je restai longtemps assise dans le noir, sans bouger, à écouter le silence de l'appartement et le bruit lointain du canal. J'ouvris l'ordinateur. J'insérai la clé USB. À l'écran apparut un seul dossier. Dossier interne strictement confidentiel. Ma main resta une seconde sur la souris. Puis je cliquai. Les vrais documents. Dans le dossier, des PDF. Des tableurs Excel. Des correspondances internes. Le premier document ouvert. Rapport analyse lot NM, AR 0925. Numéro de lot. Le même lot. Taux de principe actif, 68%. Taux requis,
100% plus ou moins 5%. Soit 32% en dessous. Un autre document, correspondance interne aux directions financières. Un email signé Claire Garnier, maintenir le taux de concentration sous 25% en dessous de la tolérance garantit la viabilité de l'avantage de coût. Les dérives cliniques sont à un niveau gérable. Gérable. Ce mot s'enfonça dans mon cerveau comme un clou. L'arrêt cardiaque de Monsieur Dernard au bord du précipice, était-ce gérable? L'intubation de Madame Giroux, était-ce gérable? Je relus la phrase 3 fois. Chaque fois, elle me révoltait davantage. Ces gens n'avaient pas commis une erreur par négligence ou par ignorance. Ils avaient ouvert un tableur, calculé des pourcentages, pesé des vies humaines contre des marges financières, et avaient choisi la marge. C'était froid. C'était méthodique. Et c'était, d'une certaine façon, bien plus effrayant qu'une erreur. J'ouvris un fichier Excel. Le tableau listait 18 hôpitaux. À côté, des codes de l'eau. Et tout à droite, un intitulé de colonne. Impact estimé, tolérable. Impact estimé, tolérable. Avec des pourcentages à côté. Plus 3% de mortalité. Plus 7% de durée de traitement. Ces gens avaient calculé cela. Délibérément. Froidement. Ce n'était plus de la négligence. C'était un risque calculé. Et dans ces 18 hôpitaux, combien de patients comme Bernard? Combien de Madame Giroux qui avaient mis des semaines à se rétablir sans jamais comprendre pourquoi leur traitement n'avait pas fonctionné comme prévu? Combien de familles qui avaient pleuré sans savoir que la cause n'était pas la maladie, mais une décision prise dans un bureau? Le vrai propriétaire. Dans le dernier dossier, un autre document. Structure capitalistique confidentielle. Je l'ouvris. Novamed Distribution apparaissait officiellement au nom de Claire Garnier. Mais l'actionnaire à 51% était une autre société. Groupe Valence Santé. Valence Santé. Je tapais le nom sur Google. Conseil en santé, fonds d'investissement, marché public. PDG. Henri Valence. En voyant ce nom, un vide se creusa en moi. Henri Valence, je l'avais entendu quelque part. Une minute de réflexion. Puis je m'en souvins. Le président du conseil d'administration de l'hôpital Saint-Martin. Autrement dit, le président du conseil d'administration de l'hôpital était le principal investisseur du fournisseur de médicaments. Ce n'était plus un simple conflit d'intérêts à l'échelle de la pharmacie. C'était systémique. Une boucle fermée, l'hôpital achetait les médicaments d'une société dont le vrai patron présidait l'hôpital. L'argent public de la santé circulait en circuit fermé, dans les poches de ceux qui étaient censés le gérer au service des patients. Et moi, j'étais l'infirmière au dernier échelon de ce système. Il fallait que je sois encore plus prudente. 2h10 du matin, la porte. On frappa à la porte. Mon cœur s'arrêta. Silence. On frappa encore. Madame Durand? Une voix masculine. Je ne répondis pas. Police. Je m'approchai de la porte. Je mis la chaîne et j'entr'ouvris. C'était vraiment la police. J'étais très surprise, mes mains tremblaient, je regardai à nouveau par le Judas pour en être certaine. Nous avons reçu un signalement concernant un message de menace à votre encontre, dit l'agent. Qui a signalé? Anonymement. Je compris. Élise. Même disparue dans la foule, même en danger, elle avait pensé à me protéger. Cette pensée me toucha profondément, et en même temps me fit réaliser à quel point elle avait pris de risques, elle aussi. Elle avait perdu son père. Elle avait tout à perdre. Et pourtant. Êtes-vous en sécurité? Demanda le policier. Pour l'instant. Nous allons mettre votre domicile sous surveillance. Mais vous devrez déposer une plainte officielle. Je viendrai demain. Après le départ des policiers, je fermai la porte. Une chose était claire, il était temps d'agir. Le lendemain, l'hôpital. En entrant en réanimation, l'atmosphère avait changé. Nadine vint me voir. La direction veut te voir. Qui? Henri Valence. Mon cœur s'emballa. Je serrai la clé USB dans ma poche. En direction de l'étage de la direction, mes mains se mirent à transpirer. Tu dois réussir, me dis-je intérieurement. Un courage inattendu monta en moi,
comme une vague que je n'avais pas vue venir. Henri Valence était assis dans un vaste bureau. La fenêtre donnait sur la Seine. Costume élégant. Sourire contrôlé. L'homme dégageait cette assurance particulière des gens qui ont l'habitude que les problèmes disparaissent avant d'arriver jusqu'à eux. « Camille, dit-il, asseyez-vous. » Je ne m'assis pas. J'ai entendu dire que vous posiez des questions sur Novamed. Oui. Qu'une jeune infirmière s'intéresse aux structures financières, c'est curieux. Un patient a failli mourir hier soir. Valence se pencha sur son bureau. Camille. Le système de santé est complexe. Parfois on choisit entre l'idéal et le faisable. Un taux de principe actif inférieur de 32% à la norme, c'est faisable? Les yeux de Valence se durcirent pour la première fois. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je posai la clé USB sur le bureau. Moi, si. Valence regarda la clé USB quelques secondes. Puis il sourit légèrement, comme si j'étais une étudiante qui avait rendu un devoir ambitieux mais sans conséquences réelles. Ce sourire me mit hors de moi plus que n'importe quelle menace. Si vous publiez ça, vous savez ce qui se passera? Vous irez en prison. Non, dit-il calmement. L'hôpital fermera. 300 personnes se retrouveront sans travail. Le budget public sera secoué par le scandale. Et vous mettrez fin à votre carrière. Des gens meurent. Chaque jour, des gens meurent. Cette phrase me déchira. Parce que c'est la phrase de quelqu'un dont tous les freins intérieurs ont lâché depuis longtemps. Quelqu'un pour qui les patients ne sont plus des personnes mais des variables dans une équation. Partez, dit Valence. Prenez la clé. Et réfléchissez. Je pris la clé. Mais je ne réfléchissais plus. J'avais décidé. La presse. Je contactai la journaliste Santé du Monde. On convint d'une réunion dans un café discret du 11 arrondissement. Je lui montrai les documents, un par un, en lui expliquant le contexte clinique de chaque cas. Elle prenait des notes sans m'interrompre. Quand je terminai, elle resta silencieuse une longue seconde, regardant les pages étalées devant elle. « C'est un scandale national », dit-elle finalement. « Vous pouvez publier ? Il faut qu'on vérifie indépendamment. Les sources, les chiffres, les connexions. Ça prendra quelques jours. Mais oui. » Elle me regarda dans les yeux. « Et vous êtes prête à ce que votre nom soit associé à ça ? » Je pensais à Bernard. À Madame Giroux sous ventilateur. Au père d'Élise. À toutes ces lignes dans un tableur Excel intitulé « Impact estimé, tolérable ». Oui, dis-je. Je suis prête. 72 heures plus tard. Manchette, scandale des médicaments dans les hôpitaux publics, les documents Novamed révélés. Paris était en émoi. Le ministère de la Santé ouvrit une enquête dans les heures qui suivirent la publication. L'ANSM envoya une équipe d'inspection d'urgence. Les 18 hôpitaux concernés furent contactés simultanément. Luc Garnier fut placé en garde à vue dès le lendemain matin. Claire Garnier dut s'expliquer devant les enquêteurs. Henri Valence démissionna de la présidence du conseil d'administration avant même d'être convoqué. Et Élise disparut. Cette dernière phrase me déchirait à chaque fois que j'y pensais. Elle m'avait tout donné, les preuves, le courage, l'élan, et maintenant elle n'était nulle part. J'espérais qu'elle était en sécurité quelque part, loin, sous un autre nom peut-être. J'espérais qu'elle savait que son père n'était pas mort pour rien. Réanimation, Madame Giroux. Madame Giroux avait été sevrée du ventilateur. Ses yeux étaient ouverts. Son visage avait retrouvé des couleurs, la fièvre était tombée, sa respiration était régulière. En entrant dans sa chambre, je ressentis pour la première fois depuis des semaines quelque chose qui ressemblait à de la légèreté. « Camille » dit-elle, sa voix faible mais vivante. « Je t'ai vue à la télévision. Mon visage n'est pas apparu. Ton nom a été cité. » Je lui pris la main. Elle était chaude. « Vous allez vivre » dis-je. Elle me serra les doigts doucement. « Tu as parlé » dit-elle simplement. Je hochai la tête. Il fallait que quelqu'un le fasse. On resta ainsi quelques minutes, sans parler. Le moniteur cardiaque battait régulièrement derrière elle. Dehors, Paris continuait. Et dans cette chambre,
le silence avait une texture différente de tous les silences que j'avais connus dans cette unité. Ce n'était plus le silence de l'attente ou de la peur. C'était le silence de quelque chose qui avait été dit, enfin. Épilogue. 3 mois plus tard, la licence de Novamed fut définitivement révoquée. Henri Valence était en cours de jugement pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui et corruption dans les marchés publics. Claire Garnier avait coopéré avec les enquêteurs en échange d'une réduction de peine. Luc Garnier avait pleinement avoué, les yeux baissés, lors de sa première audition. Les 18 hôpitaux avaient intégralement changé leur lot de médicaments et renforcé leur protocole de contrôle. Élise restait introuvable. Ma mère était en sécurité. Je suis toujours infirmière, dans la même unité, au même étage, avec les mêmes néons qui bourdonnent la nuit. Mais maintenant je sais, dans le système de santé, la chose la plus dangereuse n'est pas l'erreur. Ce n'est pas non plus l'incompétence. C'est le silence calculé. Le silence de ceux qui savent et qui choisissent de ne rien dire parce que cela les arrange. Le silence qui se déguise en prudence, en réalisme, c'est comme ça que ça marche. Et parfois, la plus petite voix fait trembler la plus grande des structures. Quand tous les hôpitaux durent faire face au contrôle et que les Parisiens descendirent dans la rue pour exiger des comptes, j'avais commencé seul. Seul dans un couloir de nuit, avec une boîte de médicaments et une intuition. Aujourd'hui, d'innombrables personnes se tenaient à mes côtés, et cette pensée, cette image de ne plus être seul, me donna quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Pas de la fierté. Quelque chose de plus simple et de plus profond que ça. La certitude d'avoir fait ce qu'il fallait faire. La vie peut être vécue pleinement. L'essentiel est de se battre et de choisir le juste chemin. Oui, nous pouvons recevoir des menaces. Oui, nous pouvons traverser des moments encore plus sombres. Mais si nous savons que ce chemin est juste, nous devons aller jusqu'au bout. Je vous pose une dernière question, si un système vous dit « tais-toi », mais que votre conscience vous dit « parle », lequel des deux choisissez-vous? #j'ai choisi de parler. Et n'oubliez pas. La vérité finit toujours par peser sur les épaules de quelqu'un. Moi, j'ai porté ce poids. Et vous, l'auriez-vous porté?